Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième partie de notre session annuelle qui va être consacrée, donc, comme on vous l'indiquait hier, à l'intelligence artificielle, publication scientifique, sciences ouvertes et archives ouvertes. Donc, je vais laisser la parole à Claire Nedelec qui va venir introduire cette journée et qui a donc participé avec d'autres collègues au comité scientifique qui a organisé cette journée. Donc, je vous remercie de bien vouloir accueillir Claire qui va introduire cette journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je suis ravie d'introduire cette journée. Merci aux organisateurs de m'avoir invité dans le comité de programme et à faire cette introduction. Je suis directrice de recherche à INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et j'anime une équipe de recherche en extraction d'informations, donc par des méthodes de traitement automatique de la langue, à partir de documents scientifiques. Donc là, vous commencez peut-être à voir le lien avec la journée d'études. Et nous nous intéressons à ces différents aspects, à la fois techniques, bien sûr, mais aussi épistémologiques, juridiques, etc. Donc je suis particulièrement ravie d'être là pour cette journée qui va être consacrée donc, au lien entre communication scientifique, intelligence artificielle et leurs usages donc, en lien avec la science ouverte. Alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les débats sur l'intelligence artificielle suscitent à la fois de grandes craintes, mais aussi des attentes irréalistes. Et c'est particulièrement intéressant aujourd'hui de rassembler un certain nombre d'experts que vous allez entendre toute la journée pour poser les termes du débat de manière plus concrète et plus approfondie. Alors, le lien entre IA et communication scientifique et sciences ouvertes, pour moi, est particulièrement étroit dans le sens où la grande abondance, la croissance de ces publications scientifiques ouvertes ouvre des nouvelles opportunités pour développer de nouveaux services au bénéfice des usagers appuyés sur l'intelligence artificielle. Mais inversement, et on en parle moins, ces bénéfices poussent aussi, engagent à ouvrir plus les documents. Plus nous avons de services et plus nous souhaitons augmenter la masse de communication scientifique disponible. Donc c'est un premier lien. Parallèlement, évidemment, l'usage de méthodes puissantes et opaques d'intelligence artificielle bouscule les archives et les bibliothèques et les appelle à se questionner sur leur rôle en matière en particulier de biais d'indexation, on va en parler, de bibliométrie, contre la falsification, et puis plus généralement pose à tous la question de qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit et comment donc on protège les créations. Les débats et présentations d'aujourd'hui donc, vont balayer ces différents aspects. Ils se promettent d'être vraiment passionnants. Je participais de près et j'ai vu la richesse de ce qui va être présenté. Alors on va commencer, la journée est organisée donc, en différentes parties. Première partie, on va commencer par des exemples. Ça va être peut-être plus concret tout de suite. Des exemples d'applications d'intelligence artificielle, publications scientifiques. Donc on va voir comment l'IA révolutionne la diffusion et l'exploitation de cette information scientifique. Ensuite, nous aurons une deuxième étape où nous aborderons cette fois de manière très didactique les différents principes, les fondements de méthodes d'IA dans toute leur diversité. Il n'y a pas une IA. Après cette première partie donc, qui va nous introduire directement dans ce que peut être le lien entre IA, publication et sciences ouvertes, nous aurons une table ronde enjeux éthiques et juridiques qui portera sur la nécessité de bien gérer ces transformations importantes de manière responsable et éthique, et notamment en ce qui concerne évidemment la confidentialité des données, la transparence des algorithmes et généralement les usages qui peuvent être inappropriés de l'IA. Ensuite, cet après-midi, nous aurons deux présentations qui porteront plutôt sur les fonctionnalités concrètes qui sont développées dans deux gros ensembles de bases bibliographiques, Core pour l'international et HAL, évidemment, qui sera
pour la dernière présentation de la journée avant la clôture. Voilà, je vous ai balayé en un trait ce que vous allez pouvoir entendre voir aujourd'hui. Évidemment, l'ensemble des participants sera mobilisé pour animer le débat et poser des questions. Donc, je vais peut-être enchaîner tout de suite sur la première session que j'anime également. Donc, cette première session sur les différents cas d'usage de l'IA va donner la parole à 4 intervenants successivement. Alors, comme le délai est très court, on a choisi de plutôt garder les questions pour chaque présentation. Donc, on n'aura pas de séance de questions finale. On aura les questions après chaque présentation qui vont être relativement courtes. Et la première présentation va être faite par Marie-Sophie Berceger, que j'invite à me rejoindre ici. Madame Berceger est experte en ressources électroniques à la Bibliothèque royale de Belgique et elle nous parlera de l'intégration de méthodes d'IA dans des outils d'OCR pour contribuer, faciliter l'indexation de documents historiques à la Bibliothèque royale de Belgique. Bonjour, merci de m'accueillir pour cette journée sur l'IA. C'est toujours un plaisir de revenir à l'ENSIB et de voir des collègues. Donc très brièvement, pour vous donner un petit peu de contexte sur KBR. Donc KBR, Bibliothèque royale de Belgique, c'est une bibliothèque nationale qui a pour mission de gérer le dépôt légal, mais aussi de valoriser les collections auprès du public. C'est pour ça qu'on a créé en 2019 un musée autour des manuscrits des Ducs de Bourgogne. KBR, c'est une collection de 5 millions de documents, plus 3 millions d'objets patrimoniaux, donc des cartes, des plans, des monnaies, des médailles, à peu près tout ce que vous voulez. Et parmi les 5 millions de livres qu'on accueille et qu'on conserve, on en a 3 millions qui sont encore sur fiche dans des jolis petits cardex ou des jolis petits meubles et qui n'ont pas encore été intégrés dans notre catalogue en ligne. Donc, après le Covid, enfin pendant le Covid même, et la mise en place du télétravail, on a vu une opportunité, celle de combler les lacunes du catalogue avec l'IA pour rétro-cataloguer l'ensemble de ces documents qui n'apparaissent pas dans l'OPAC. Pour ce faire, on a cherché les documents sans cote dans les séries via notre CGB et on a scanné les pages de titres. Alors l'idée, c'était de capturer la page de titre et de reconnaître via l'IA l'ensemble des principaux champs bibliographiques comme l'auteur, le titre, l'éditeur, enfin, vous connaissez. Comme on n'a pas de codeur dans l'équipe, on a comparé une série d'outils et on a décidé d'utiliser Power App et Power Automate qui permettent la création d'applications sur mesure. C'était important pour KBR d'avoir un outil qui permette la validation manuelle et qui puisse surtout s'harmoniser avec notre infrastructure IT existante. Donc on a utilisé Microsoft Power Platform, en particulier Power App et Power Automate, qui ont pour avantage de ne pas savoir coder en profondeur et qui permettent de créer des applications assez rapidement avec un déploiement relativement facile. C'est des outils qui sont aussi connectés à l'ensemble de nos services IT, donc Microsoft 365, SharePoint, etc., ce qui permettait de conserver nos infrastructures sans ajouter d'outils supplémentaires. Donc, sur la plateforme Power Platform, on avait déjà un modèle préconstruit pour extraire des informations de facture. C'est un modèle de base qui existe partout. On a décidé de l'utiliser en ajoutant quelques modules supplémentaires, donc des modules customisés qui nous permettaient de finaliser la construction de notre modèle vraiment propre à KBR, avec notamment des modules d'extraction d'informations issues des documents numérisés, des modules pour la classification du texte dans les catégories créées par KBR, donc ce sont les champs Marc 21, extraction d'autorités issues du texte, détection d'éléments textuels dans les images et la prédiction de résultats à partir des données récupérées au préalable. Donc on a créé notre petit modèle personnalisé de traitement de documents. Il est basé sur les images et on a une détection automatique des métadonnées qui ont été prédéfinies donc via les modèles personnalisés dont je viens de vous parler, comme les auteurs, les titres, les dates, etc. L'IA, on l'a entraîné avec plusieurs exemples pour avoir des règles variables, notamment sur la structure des pages, le placement du texte, la taille de la police ou encore le contenu du texte. Alors ici, une petite vidéo assez courte qui explique, qui vous montre comment on a utilisé le modèle pour la rétrocatalographie. Donc premièrement, on retrouve le livre dans les collections, ce qui n'est pas toujours facile. Deuxième étape, on numérise la page de titre. Troisième étape, on intègre la page de titre dans le module de rétrocatalographie qui processe la page.
et qui va extraire chaque information et compléter les champs avec un pourcentage de confiance dans les informations qui vont inviter le professionnel à faire les vérifications nécessaires dans les autorités, par exemple. L'édition, elle est directement possible dans notre module. Alors, très brièvement, les étapes du travail sont donc le scan de la page de titre, l'upload de la page dans SharePoint, la détection du document dans Power Automate pour démarrer le processus, l'utilisation de l'IA pour détecter les principales informations, la sauvegarde des infos dans le Dataverse, l'utilisation de Power App pour visualiser les infos dans l'application avec une validation et une correction humaine quasi systématique, un export des métadonnées en CSV et au final, la dernière étape, c'est l'import des métadonnées en CSV dans notre SIGB Syracuse. Alors, Power Automate permet vraiment une automatisation complète des processus, que ce soit pour la rétrocatalographie, mais aussi pour le traitement des livres contemporains par le biais du dépôt légal. Donc, dans l'automatisation des process, on a choisi d'automatiser donc SharePoint, l'intégration de l'IA, la connectivité avec les bases de données via des requêtes HTTP, la connexion en FTP ou en API pour interagir avec le SIGB ou bien l'export manuel en CSV. Dans le cas des livres contemporains, on a une IA qui va aller aussi détecter les ISBN ou les ISSN par le biais des requêtes HTTP pour permettre de faire des recherches et d'extraire des informations qui vont être issues de la BNF, de la DNB, de KBR, de l'ISNI ou encore du VIAF qui est actuellement en test. Tout ça permettant de lier vraiment les données. On a un transfert des XML dans le cas du dépôt légal qui est automatisé directement dans Power Automate. Le rétrocatalogage ou d'autres types de documents qui vont aussi passer par ce modèle IA vont encore utiliser les CSV pour une vérification manuelle avant intégration dans le SIGB. Alors, l'objectif des requêtes HTTP, ça va être d'importer plus d'informations sur la notice, l'œuvre ou l'auteur, par le biais de requêtes dans l'ISBN, dans l'ISNI ou dans le VIAF, comme je le disais. Dans l'avenir, ça sera aussi possible d'utiliser d'autres bases de données d'œuvres comme WorldCat Entities ou ShareVideo. L'indexation matière, on a aussi choisi de l'automatiser. C'est l'application IA qui est la plus utilisée dans le monde des bibliothèques. Ici, on a un modèle personnalisé, mais il existe d'autres alternatives comme ChatGPT. Donc, dans notre modèle, on a créé un vocabulaire qui a été complété par des résumés de texte autour de chaque sujet. Donc, sur base de la 4e de couverture ou du résumé récupéré par le biais des requêtes HTTP, via la BNF par exemple, l'IA va être entraînée à récupérer les mots-clés pour appliquer l'indexation sujet, d'abord sur les rubriques et après sur des sous-rubriques. Alors, on a des alternatives comme ChatGPT. Nous, on a décidé de faire notre propre modèle parce que on a des rubriques spécifiques à KBR du fait de la bibliographie de Belgique. La dernière étape de ce processus permet de générer donc des résultats avec les métadonnées collectées, qu'il s'agisse de métadonnées extraites par l'IA ou importées via les requêtes HTTP. Donc c'est un modèle qui permet la création de fichiers sous différents formats, BibFrame, XML, CSV, Mark 21, etc., qui sont envoyés soit automatiquement, soit manuellement via FTP ou API directement dans le SIGB. Toutes les informations qui sont collectées sont visibles dans Power App pour être contrôlées et corrigées manuellement. Il faut savoir que ce workflow, donc on l'a mis en place évidemment pour notre bibliothèque en fonction de notre organisation interne et de la manière de travailler du service de l'agence de Catalo. C'est un workflow qui doit être amélioré, qui n'est encore pas définitif. Alors, pour conclure, cette méthode de travail nous a globalement appris que les documents papier et électroniques, donc sous format PDF, puisque c'est un scan, peuvent être convertis en documents lisibles par machine et surtout peuvent être mis en correspondance avec des bases de données externes enrichies par les requêtes HTTP et donc par les link data, grâce à ces recherches automatiques. C'est un modèle qui permet de télécharger des batchs d'items pour un traitement par panier, ce qui est particulièrement utile pour le traitement des documents issus du dépôt légal, donc les documents contemporains. Alors, c'est une méthode qui ne s'applique pas uniquement aux livres, puisqu'on va utiliser la même chose pour d'autres types de documents à KBR, comme des lettres, des imprimés anciens, mais aussi des périodiques, où on va aller chercher directement la table des matières et faire une notice catalographique ou bibliographique par article. Et puis tous les autres types de documents patrimoniaux, comme des cartes. Voilà. L'extraction de l'IA nous permet d'atteindre notre objectif final, à savoir donc, les link data, pour des documents qui sont reliés entre eux et surtout sous forme structurée.
L'impact de l'IA au niveau de KBR, c'est surtout une aide à la catalographie. Ça nous permet à la fois d'identifier rapidement les principaux éléments des champs, et ce dans toutes les langues, y compris le cyrillique ou l'arabe, de gérer le vocabulaire et les lignes data pour une meilleure identification de documents. À ce moment-là, les catalographes ou les catalogueurs vont plutôt effectuer des tâches de supervision des processus, de correction, de modification et d'entraînement du modèle lui-même, plutôt que de la simple saisie de livres individuels. Donc on n'a pas une disparition du métier, mais au contraire, on a un changement de paradigme du métier qui va vers une intellectualisation de la catalographie avec des tâches de plus haut niveau. Voilà. J'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, Madeleine Géroudet, Université de Lille. Je m'interroge à la fin de votre présentation sur ce que vous avez dit sur ce changement de paradigme. Est-ce qu'il est déjà actif et comment est-ce qu'il est vécu par les équipes? Alors, il n'est pas encore actif pour l'instant, c'est quelque chose qui est en test. Donc Power Automate est utilisé pour l'instant par 4 ou 5 bénévoles plus un membre du staff, 3 membres du staff, pour le contrôle et l'export des données dans Syracuse. Donc on est vraiment sur un développement qui est encore en cours. On a un problème de langue, puisqu'on a 3 langues nationales, plus l'anglais. Donc pour l'instant, c'est un module qui est uniquement développé en français, utilisé par des francophones. L'objectif, c'est d'avoir un workflow et un module complètement finalisé avant de le présenter aux équipes. Donc là, on est encore en phase de test. Mais on sait que ça va être difficile d'expliquer ça aux équipes et de travailler avec eux. Donc ça va être un process pour les aider au changement. Merci. Allez, je me lance, je suis désolé. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc je vois bien effectivement que l'outil Power Automate, c'est un outil Microsoft qui s'intègre bien dans l'ensemble de la suite Microsoft. Donc je me posais 2 questions en fait par rapport à ça. La première, c'est est-ce que vous savez où sont faits les calculs, comment sont faits les calculs, quels sont les serveurs qui sont utilisés? Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est plutôt sur les serveurs de Microsoft premièrement? Donc ça, il y a une question de où se trouvent les données en fait à ce niveau-là. Et puis la deuxième question, c'est que j'ai pas bien compris le rôle éventuel des LLM ou de ChatGPT, parce que l'IA qui est utilisée, si j'ai bien compris au début, c'est de la reconnaissance de caractère. Donc on n'est pas sur l'IA générative, on est sur l'IA de reconnaissance de caractère. Et ensuite, quel est le lien éventuel avec un LLM derrière? J'ai pas bien compris. Alors, première question par rapport au serveur. A priori, toutes les données qui sont créées par KBR sont sur les serveurs de KBR. Donc toutes les analyses qui sont faites via l'outil sont chez nous. Pour ce qui est du lien avec le LMS, donc le SIGB, il se fait après coup. En fait, une fois que les données ont été extraites des documents dans Power App, Power Automate, on va générer un fichier, donc un fichier CSV, un fichier XML, qu'on va pouvoir intégrer directement dans notre SIGB. Donc le lien se fait à ce niveau-là, il ne se fait pas en amont. Le LMS est vraiment séparé de l'outil d'IA. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Et par rapport à ChatGPT, en fait, on ne l'utilise pas. On a choisi vraiment de créer notre propre outil IA, notamment pour l'indexation, parce qu'on considérait que ChatGPT, bien qu'il ait un vocabulaire très large, n'était pas assez contrôlé et n'avait pas assez il n'y avait pas assez de professionnalisme dans l'outil pour pouvoir l'utiliser au niveau de KBR. Ça et le fait qu'on a aussi la bibliographie de Belgique qui utilise un index spécifique qui n'est pas existant dans d'autres bibliothèques ou pas au même niveau en tout cas. Et donc pour le coup, il y a 2 outils d'IA. Il y a un outil de reconnaissance de caractère au début, puis après un outil pour... Non, c'est intégré. En fait, c'est intégré dans le même module. D'accord, ok, merci. Avec plaisir. Merci aussi pour votre présentation. Ma question, elle suit un peu celle-ci, à savoir le modèle IA entraîné qui est développé au fur et à mesure dans votre dispositif. Où se trouve cette IA entraînée, les données qu'elle compile, qui lui permet de s'améliorer au fil du temps? Est-ce qu'elle est toujours dans l'outil Microsoft? Oui. Donc ce qui fait que vous n'avez pas la main sur ce produit qui améliore au fur et à mesure de votre expérience cette détection des caractères et autres. Ce qui fait que, étant donné que ça appartient à un logiciel propriétaire, il n'y a pas de possibilité de partage envisagée auprès de votre équipe.
Alors, avec d'autres universités par on exemple. a choisi effectivement de ne pas aller vers un outil open source pour des raisons très évidentes et très bêtes de RH. On n'a pas suffisamment de personnel pour pouvoir développer un outil de A à Z. Ça a un coût, mine de rien. Même si Microsoft est payant, même s'il est propriétaire, ben, ça fonctionne bien, ça s'intégrait vraiment dans notre infrastructure IT. Alors oui, on n'a pas de vision sur dans 15, 20, 30 ans. Effectivement, c'est un problème. Mais en attendant, c'est fonctionnel au moment voulu. L'autre avantage, c'est que ça entraîne une fonctionnalité et une stabilité de l'outil, sans énormes bugs, sans besoin de développeurs. Voilà. Il faut savoir qu'on n'a que 3 personnes qui travaillent sur cet outil, qui ne travaillent pas à temps plein sur cet outil et qui ne sont pas développeurs à la base. Donc ils testent des choses qui fonctionnent ou pas. Et voilà. L'objectif est effectivement pas de partager l'outil tel quel auprès des bibliothèques parce qu'il est adapté à notre processus, mais en revanche on favorise le partage des entraînements, on favorise le partage de données avec les autres bibliothèques sur le territoire ou à l'étranger. Merci. Je vous en prie, je vous laisse retenir Et on a une dernière question posée à distance dans le Zoom. Ah, il y a encore une question, pardon. Oui, Très rapidement. Une dernière. Qu'en est-il du temps passé par document par le catalogueur? Par ailleurs, le taux d'erreur est-il important? Alors, le taux d'erreur, il était important jusqu'à ce qu'on entraîne un peu plus l'IA. Donc, on a ajouté quelques exemples. Le taux d'erreur est de fait beaucoup moins important maintenant. On a toujours le pourcentage de probabilité qui est intégré dans l'IA, qui permet donc d'entraîner au fur et à mesure le modèle avec les informations issues des autorités. Donc, ça permet vraiment une vérification et une correction manuelle. Pour ce qui est du temps passé par document, ça va dépendre de la complexité du document. Ça dépend de si c'est un document ancien ou pas, parce que le traitement est un peu différent. Et comme je le disais, on n'a pas encore mis l'outil, il est uniquement en test, donc on n'a pas encore présenté l'outil aux professionnels. On n'a pas encore de stats sur la durée réelle et l'utilisation réelle de l'outil. Voilà. Vous allez nous parler de la détection d'articles scientifiques générés automatiquement. Donc là, on change de sujet. Alors, on va plutôt parler de falsification et d'usage potentiellement malveillant de l'IA. C'est à vous, merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, moi je vais vous parler de génération automatique d'articles et puis de détection de ces articles générés automatiquement. Donc c'est une problématique qui finalement existe depuis au moins 2005. Ok, ça a l'air d'être reparti. Depuis au moins 2005, avec des étudiants du MIT qui ont construit un générateur automatique d'articles qui générait des articles en informatique. Et donc ces articles en informatique, ils sont très jolis, c'est des très beaux PDF avec un anglais qui est parfait. Simplement, donc ça fait des graphiques, ça met des références, etc. Donc ça a vraiment la forme d'un article en informatique. Par contre, c'est complètement dénué de sens. Donc c'est basé sur des techniques qu'on appelle des grammaires probabilistes hors contexte. Donc l'aspect hors contexte, c'est parce que les mots sont choisis, certains mots sont choisis de manière complètement hors contexte. Donc ça va sauter du coq à l'âne dans la même phrase. Ça va vous raconter deux choses avec une structure parfaite d'anglais. Ça va vous raconter des choses qui sont complètement aberrantes. Et donc voilà, à quoi ça sert ce type de générateur d'articles? Donc eux, ils l'ont essayé pour faire du testing, donc pour tester des conférences. Ils ont envoyé leur papier à la conférence pour voir s'il était accepté. Moi, je l'ai utilisé pour créer un faux chercheur qui a été indexé dans Google Scholar. Et ça a été aussi utilisé par des gens pour faire des vraies publications qu'ils pouvaient mettre sur leur CV. Et donc là, c'est un exemple qui a été publié dans l'I3E. Dans une conférence de l'I3E avec un taux de sélection qui était annoncé de 25%. Et pourtant, ce texte qui est complètement aberrant a été sélectionné. Donc du coup, la question se pose de savoir comment est-ce qu'on détecte ces choses-là, parce que du coup, on les retrouve dans Google Scholar, on les retrouve chez les grands éditeurs, etc. Donc ça, ces types de générateurs, là, basés sur des grammaires probabilistes hors contexte, sont très faciles à détecter parce qu'ils ont un vocabulaire assez réduit. Donc on peut faire avec un outil de classification. Voilà, ils peuvent être classifiés assez facilement. Donc ici, vous avez un dendrogramme qui vous montre qu'il y a un cluster avec les faux papiers générés qui se regroupent. Donc c'est un peu petit pour ceux qui sont là. Mais voilà, ils sont regroupés ensemble et on est capable de les détecter. Mais donc là, ça veut dire qu'il vous faut des exemples
des papiers. Donc si quelqu'un réécrit une nouvelle grammaire hors contexte pour un nouveau type faire un nouveau type d'article, eh ben, vous n'allez pas être capable de les détecter, il vous faut rajouter ces exemples-là dans votre base d'exemples. Et donc effectivement, il y a des gens qui se sont amusés à écrire d'autres grammaires probabilistes hors contexte. Donc il y en a pour les maths. Donc là, voilà, c'est un article de maths qui a été généré complètement automatiquement. Donc si vous connaissez un petit peu les maths, vous voyez très vite que les formules sont complètement aberrantes, ça n'a strictement aucun sens. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens d'utiliser ces générateurs-là et d'essayer de les faire publier. Il y en a qui ont réussi. Et ici, c'est un papier qui est toujours indexé dans Archive. Et donc du coup, nous, on détecte ces papiers-là. Et donc là, en général, on le signale et il l'enlève. Et celui-là, je ne sais pas pourquoi, il y a dû avoir un bug. Il faut en vérifiant en préparant ma présentation, j'ai vu qu'il était toujours dans Archive. Donc je pense qu'il faut qu'on les relance pour qu'ils suppriment ce papier-là. Parce que voilà, ça n'a pas d'intérêt d'avoir ce type de papier dans des bases type Archive ou HAL. Et donc voilà, aujourd'hui, les technologies ont avancé, on peut faire mieux. Et donc l'étape suivante, c'est de faire du paraphrasing, donc pour cacher du plagiat. Donc vous avez ici sur la droite en vert le texte original et sur la gauche le texte paraphrasé. Donc c'est un paraphraseur qui n'est pas très bon. C'est une technologie qui date d'une petite dizaine d'années où on va remplacer chaque mot par un synonyme. Et donc du coup ça va casser les expressions polylexicales. Donc si vous dites intelligence artificielle, artificial intelligence, et ben, ça va prendre à la place d'artificiel, ça va prendre contrefait par exemple. Et puis à la place d'intelligence, ça va prendre conscience. Donc conscience contrefaite à la place d'intelligence artificielle. Et voilà, il y a plein d'expressions comme ça qui sont des notions scientifiques importantes qui sont nommées avec des mots qui veulent dire quelque chose et c'est transformé en n'importe quoi. Donc voilà, là il y a un petit jeu qui consiste à associer ce qu'on a appelé les expressions torturées à la notion scientifique réelle de l'autre côté. Donc voilà, vous avez le credulous bias qui veut dire naive base, le sun oriented force qui veut dire solar energy, etc. Voilà, plein de choses de ce type-là. Donc voilà, je vous laisserai, enfin voilà, vous pourrez aller voir les transparents et essayer de faire l'exercice vous-même. Donc voilà, et donc il y a eu énormément de papiers de ce type-là publiés chez des grands éditeurs, chez Elsevier, Springer Nature, etc. Ces choses-là sont régulièrement et sont encore dans leur catalogue. Donc il y a tout un travail toute une communauté qui essaye de faire rétracter ces papiers-là. Je vais y revenir un peu plus tard. Et donc voilà, l'étape suivante, eh ben, c'est de faire de la... Alors simplement ici, si vous avez aussi un score ici de détection par un outil automatique, donc un outil qui est entraîné à détecter le texte généré par GPT-2. Donc là, il vous signale qu'il y a de fortes chances que le texte à gauche ait été généré par GPT-2, ce qui n'est pas le cas a priori. Mais voilà, il voit bien qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce texte-là. Donc l'étape suivante, évidemment, c'est voilà, quand on veut publier des papiers, ben forcément on se tourne vers ChatGPT aujourd'hui. Et donc voilà, donc, par exemple, Compilatio annonce qu'ils ont un détecteur de choses générées et ils annoncent un taux de reliability, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire, de 98,5%. Et il y a un lien dans leur page web qui va vers un third party evaluation, qui est la partie verte, et qui dit qu'en fait, il ne faut surtout pas utiliser ce type d'outil parce qu'il se trompe beaucoup et qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. Et même dans le Compilatio dit que voilà, ça rate une fois sur 20. Donc voilà, si vous avez une promo de 100 étudiants et puis que vous voulez utiliser ça pour détecter les problèmes, voilà, vous êtes sûr de rater un certain nombre de cas. Voilà, donc ce type de papier étrange avec du chat GPT, qui n'ont pas de sens, sont régulièrement publiés chez les grandes maisons d'édition. Il y a toute une communauté qui essaye de détecter un peu à la main, avec du manpower humain, toutes ces choses aberrantes. Et puis en général, elles sont signalées sur PubPeer. Donc là, vous avez vous connaissez peut-être la plateforme PubPeer. Et donc là, vous avez un exemple de post PubPeer qui a été fait par Guillaume Cabanac où voilà, il a détecté des morceaux qui sont aberrants. Et donc typiquement, là, le fait que dans l'article, on retrouve la phrase « as an AI language », quelque chose. Et puis derrière, on voit bien que c'est du texte généré par ChatGPT. Et donc à nouveau, voilà, ça c'est quelque chose qui est publié sur la... Je ne sais plus si c'est l'I3E ou Elsevier, mais voilà, c'est un papier qui est publié et qui n'est pas encore rétracté, mais dans lequel il y a du texte qui est complètement aberrant.
aujourd'hui, on est aussi donc les versions suivantes de GPT, puis les versions d'IA actuelles sont aussi capables de générer des images. Donc là, les parties rouges, c'est les parties encadrées en rouge, c'est les parties qui sont générées par des IA. Et donc voilà, on se doute qu'on va commencer à retrouver ce type de choses dans des vrais articles, entre guillemets, mais avec des données qui sont complètement inventées et complètement générées. Et donc voilà, il y a aussi des éditeurs qui prétendent qu'ils sont capables de détecter ce genre d'images, mais les gens qui sont, donc là je cite Yana Christopher, qui est une Integrity Officer à Phelps Press, qui voit tous les jours passer ces documents-là et qui utilise des outils de détection, de manipulation d'images, donc pas de fait que ça a été généré, mais de fait que ça a été manipulé. Et ben voilà, pour elle, ces outils-là ne marchent pas et les tests qu'elle fait ne montrent que c'est pas encore au point. Et voilà, donc je pense que l'avenir, c'est plutôt... voilà, moi, j'ai travaillé il y a quelques années déjà sur un outil qui extrayait de l'information du texte, qui essayait de la valider sur une base de données existante, sur laquelle on a confiance, et qui permettait d'essayer de mettre un marqueur rouge en disant attention, là il y a peut-être une grosse erreur dans le texte. Donc voilà, donc là le texte dit que voilà, il y a telle séquence d'ARN qui a des homologies avec le génome humain, et ça voilà, c'est vérifiable avec une base de données, et on peut dire s'il y a une erreur dans la phrase ou pas. Mais du coup là, la difficulté c'est d'essayer de bien extraire l'information du texte. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt s'orienter vers ce type d'outil plutôt que vers juste le fait de détecter que les choses sont générées ou pas générées. Et voilà, je vais m'arrêter ici et prendre quelques questions si je n'ai pas été trop long. Merci pour votre présentation. Il y a 3 types différents de choses que vous avez rapportées ici. Il y a le plagiat un peu modifié, mais qui à la limite peut être juste une paresse d'écriture. Bon, pourquoi pas. Il y a la génération d'articles vides, qui est un problème que honnêtement je perçois pas l'intérêt de faire ça, mais pas bien disons. Mais c'est les conséquences, disons, ça met plutôt en valeur une faillite du peer reviewing dans ces journaux, mais ça n'a pas vraiment de conséquences graves à mon sens, au sens ça ne crée pas de sens, puisque c'est des articles qui n'en ont pas. Et il y a le troisième qui est beaucoup plus grave, qui est le dernier point que vous citiez, qui était la création de fausses données, et donc de fausses sciences derrière. Alors, vous faites une hiérarchie de capacité à chasser ces trois effets ou... Oui, alors je pense que l'aspect, le fait que ce soit dénué de sens, effectivement, on peut se dire ouais, c'est pas bien grave. De toute façon, quand on va lire, on voit bien que là les textes qui sont paraphrasés là. Et qui sont complètement détruits, hein. Ça devient quelque chose qui n'a plus de sens. C'est-à-dire que quand on les lit, on n'est vraiment pas capable de comprendre, quoi. Donc voilà, on se dit, voilà, quelque part, ça n'a pas d'importance. Là où ça a une importance par une sorte d'effet rebond, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, elles sont comptabilisées. Et c'est-à-dire que ça compte comme des papiers, ça compte comme des citations, etc. Donc ça a une sorte d'effet rebond sur les outils de bibliométrie. Et voilà, aujourd'hui, quand ils font leur liste des highly cited researchers, eh ben, ils en enlèvent presque 10%, je ne me souviens plus des nombres exacts, mais il y en a une grosse partie, c'est entre 10 et 20%, je ne sais plus, qui est vraiment enlevée, parce qu'ils savent que c'est une sorte de gaming pour monter dans ces indices. Et donc voilà, l'intérêt de publier les choses, même si elles ont strictement aucune valeur au niveau scientifique, même si elles n'ont aucun sens, c'est simplement parce que derrière, ça va être compté. Donc il y a une valeur à faire ces choses-là, et c'est aussi pour ça, quelque part, qu'on retrouve un truc généré complètement automatiquement dans Archive. On se dit mais pour quelle raison, même dans Archive ça ne compte pas, mais peut-être ça va compter sur le CV. Ou voilà. Donc quelque part il y a une valeur associée à l'article scientifique qui dépend plus tellement de son contenu, mais qui dépend juste du fait que le truc existe. Voilà. Et donc le fait qu'il y ait cette valeur associée à l'article, quel que soit son contenu, fait qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont fausses. D'accord, typiquement dans le cas que je présentais avec les séquences qui étaient mal décrites. Et donc ces choses-là, effectivement, il y en a beaucoup aussi, parce que voilà, il y a des paper mills, là, on peut acheter des papiers, il y a tout un marché noir d'achat de papier, etc. Et les gens qui génèrent ces papiers-là, leur intérêt, c'est juste de générer du papier le plus vite possible. Et donc pour ça, ils utilisent tout, ils vont pas s'intéresser à construire des choses qui sont vraies ou qui ont du sens, je sais pas quoi, ils veulent juste produire l'article. Et donc il y a aussi la production de choses qui sont fausses.
Merci Cyril pour cette présentation. Une question vraiment liée à l'évolution du phénomène. On a l'impression que c'est une course à l'armement, c'est-à-dire que plus les outils, plus on détecte, plus les stratégies des fraudeurs évoluent ou s'optimisent ou se performent avec de nouvelles capacités. Et la question que je me pose, c'est mais est-ce que ce travail-là ne pourrait pas être à un moment donné pris en charge par ce travail de détection, ne pourrait pas à un moment donné être pris en charge par des instances plus officielles, plus capacitaires, des équipes, des services, voilà, une espèce de police, parce que là, c'est la course à l'armement en fait. C'est une question difficile, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette course à l'armement et on ne voit pas trop comment elle peut s'arrêter. Il y a aussi le fait que peut-être renforcer l'aspect peer review ou post-publication peer review, c'est des choses qui sont effectivement importantes. Et je pense qu'il faut bien avoir conscience qu'on ne va pas sortir de cette course juste avec de la technologie et des outils qui vont détecter des choses, etc. Je pense que là on est sur un besoin de compétences humaines qui est très important. Et donc voilà, moi j'ai envie de pousser vers ce côté-là, c'est-à-dire qu'il y a besoin de gens pour vérifier cette information, soit avant publication, soit après publication. Après, je ne me rends pas compte, pour des archiveurs ouvertes comme Archive ou HAL, je ne me rends pas compte jusqu'à quel point ils sont censés faire la police. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect, effectivement, quand c'est des choses qui sont complètement aberrantes, il ne faut pas les laisser. D'accord, quand c'est généré automatiquement, que ça n'a pas de sens, etc. Mais après, la liberté académique de raconter des choses, si ce n'est pas complètement frauduleux, voilà, il y a une sorte de balance à laquelle il faut faire très attention. Donc cet aspect police, voilà, pour moi c'est quelque chose, faut bien réfléchir à ce qu'on fait avant de mettre en place ce genre de choses. Oui, je m'excuse, j'ai intercepté le micro, donc je vais poser une question rapide. C'est par rapport à cette course à l'armement, donc j'ai l'impression qu'effectivement on ne va pas arriver à détecter tout et dépolluer la littérature comme ça. Est-ce que vous auriez une idée, une suggestion, enfin une proposition sur comment éviter que de tels articles arrivent, éviter qu'on ait à les détecter? Grave question. Alors, donc oui, il y a l'aspect pression à la publication qui est vraiment très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le classement de Shanghai, donc on anticipe un peu sur mes slides de cet après-midi là, mais voilà, le classement de Shanghai, c'est 60% est basé sur la publication avec les highly cited researchers, le nombre de publications publiées dans certaines bases, les citations, etc. Et donc, voilà, il y a le système SIGAPS qui finance les hôpitaux. Voilà, donc il y a plein de choses qui font qu'effectivement il y a une pression à la publication. Mais je pense que c'est une pression qui est internationale, qui est entretenue aussi par les publishers. C'est aussi entretenu voilà, HAL, par le fait qu'il y ait des outils qui permettent de calculer ces choses-là. Donc dans HAL, voilà, on peut extraire plein d'informations et quand on fait notre évaluation HCERS, on nous demande de sortir tout ce qu'on a enregistré dans HAL. Nos papiers, etc. Puis maintenant, il faut qu'on rentre les logiciels, il faut qu'on rentre ceci. Donc il y a une sorte de course aussi à la numération de l'activité. Et ça, c'est aussi quelque chose qui entretient ces aspects gaming de système. Et c'est aussi entretenu par le fait qu'on trace de plus en plus l'activité. Voilà, on sait où trouver toutes les publications, on sait où trouver la production scientifique, et donc voilà, et puis on en rajoute au fur et à mesure. Et donc voilà, cet aspect ouverture et système d'information qui ouvre la science, il est aussi servi pour compter, il sert aussi à compter. Et donc il y a une sorte de trend un peu naturel vers ces choses. Bonjour à tous. Donc je voulais vous parler d'indexation, en fait, d'indexation disciplinaire appliquée à un corpus de publication. Et vous raconter comment, d'indexation assistée par l'intelligence artificielle, et vous expliquer comment nous avons adressé cette problématique qui s'est posée quand j'étais, il y a quelques années, quand je travaillais à l'Université Côte d'Azur, donc comme chargée d'ingénierie documentaire. Et quelques années plus tard, d'essayer de répondre à la question que je me suis posée, c'est comment je l'ai fait à l'époque et comment je le ferai maintenant, en fait. Quel type d'IA j'utiliserai par rapport à ce que j'ai fait il y a quelques années. Donc le contexte, il y a quelques années,
C'est un contexte de développement en local d'un baromètre open access pour essayer d'évaluer et de monitorer en fait, le taux d'ouverture des publications de l'Université Côte d'Azur. Alors c'était un projet assez ambitieux parce que... excusez-moi, j'aurais dû boire un coup avant de parler. C'était un projet assez ambitieux parce qu'au-delà juste du taux d'ouverture, on voulait mesurer aussi, essayer de faire une évaluation des APC. On avait couplé ça avec un baromètre qui essayait d'analyser la qualité de la signature des publications par rapport à la charte de la qualité de signature de l'université. Enfin voilà, c'était un gros projet. Et au même moment, en fait, le ministère a ouvert le BSO, donc le baromètre national de la science. Merci beaucoup. Le baromètre national de la science ouverte que tout le monde connaît ici, donc je vais pas détailler plus que ça. Et ce qui a un peu percuté notre projet, parce qu'en fait, quand cet outil, quand cette plateforme est ouverte, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il fallait qu'on s'aligne sur cette plateforme pour au moins 2 raisons. C'est-à-dire que c'était évident que, vu que c'était le ministère qui produisait, ça allait devenir un standard. En fait, la typologie des indicateurs qui étaient proposés allait devenir un standard pour l'évaluation de l'open access. Et si on voulait se comparer ou à tout le moins pouvoir se situer par rapport au taux d'ouverture national, si on voulait comparer au niveau de l'université, il fallait bien qu'on adopte le même type d'indicateur. Donc il fallait qu'on aligne notre baromètre local qu'on était en train de construire sur le baromètre national, et notamment sur l'aspect disciplinaire. Nous, c'était un sujet qu'on avait un peu, pas forcément évacué, mais on pensait le régler en fournissant des baromètres par laboratoire de recherche, en se disant qu'un point d'entrée par laboratoire pouvait couvrir un peu un aspect disciplinaire. Et alors, c'est les graphiques que j'ai mis sur le côté de la slide. Dans le baromètre national, il y avait ce genre de points d'entrée par catégorie disciplinaire, 10 catégories disciplinaires, mathématiques, physique, enfin des grosses catégories, mais que nous n'avions pas, nous, dans notre baromètre. Donc la question qui se pose, c'est comment on introduit de l'indexation dans notre corpus de publication qu'on avait récupéré. On avait une logique par module qui correspondait chacun à une source. On récupère les publications d'abord d'une source, par exemple Scopus, et on met au point notre pipeline de données. Et ensuite, on pensait ajouter des sources, HAL, etc., etc. Mais on n'avait pas indexé notre corpus de publication. Donc l'enjeu, c'était d'arriver à le faire, en fait, pour arriver à sortir le même type de graphique que ceux qui sont là. Donc, quelle méthodologie adopter pour faire ça, sachant qu'on avait un corpus d'à peu près, c'était sur 2016-2020, je crois. Donc on était sur 15 000 publications pour l'Université Côte d'Azur. Donc dans une première étape, c'était de récupérer l'indexation pour notre corpus à nous, de pouvoir se comparer avec le jeu de données qui avait servi de soubassement au baromètre national. Ce jeu de données étant publié en open data, sur la plateforme open data du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc en comparant nos publications à celles qui étaient dans ce jeu de données, en faisant juste un matching sur le DOI, en fait, on a déjà pu récupérer la classification qui avait été faite par le ministère sur une grosse partie de nos publications. Une grosse partie des 15 000, mais pas toutes. En fait, on avait 3 000 publications qu'on n'a pas retrouvées dans le jeu de données du ministère. Donc la problématique, c'est ces 3 000 publications, comment on les classifie. Donc pour ça, on a fait du machine learning, on a adopté une démarche data-centric, c'est-à-dire que on s'est dit qu'en appliquant un algorithme de machine learning sur notre jeu de données de publication qui était déjà indexé, et en entraînant un algorithme, on allait pouvoir prédire en fait une classification pour les 3000 publications qui restaient. Alors je ne vais pas expliquer, surtout que j'ai plus le temps maintenant, comment on a fait. La partie importante de tout ça, c'est qu'on est sur des métadonnées de publication, donc en partie des métadonnées textuelles, on a des titres, des éditeurs, etc. Et que le but du jeu, c'est de convertir ces métadonnées textuelles en nombre, parce qu'un algorithme, c'est un processus calculatoire, par définition, c'est un processus géométrique, probabiliste, ce que vous voulez, mais c'est du calcul, donc ça ne s'applique que sur des nombres, donc il faut trouver un moyen de convertir toutes nos données textuelles en nombres. Donc moi, à l'époque, j'ai utilisé une méthode assez classique qui s'appelle Bag of Words, alors, il y a plusieurs manières de compter les choses, mais qui consiste par un processus de comptage d'occurrences, à transformer des champs textuels
conceptuel, comme on voit, en matrice, en fait. Et à partir du moment où on a des matrices, on peut appliquer un algorithme. Donc, je passe tout le processus. Et au bout du compte, d'évaluation de plusieurs algorithmes, au bout d'un moment, en choisissant des métriques d'évaluation pour chacun d'entre eux. Et puis, à un moment donné, quand on a trouvé le bon algorithme, qu'on a bien fine-tuné ses paramètres, pour avoir un taux de précision satisfaisant. Vous voyez, en l'occurrence, on était sur un taux de précision global de plus de 80%, que à l'époque j'ai estimé suffisant, puisque c'était pas non plus... voilà. Et ben donc on a pu faire tourner cet algorithme entraîné sur nos 12 000 publications déjà indexées. On a pu l'appliquer sur les 3 000 publications qui restaient et prédire une classification et donc du coup proposer dans notre baromètre une classification par discipline. Donc ça, c'était il y a quelques années, avant l'IA générative, avant les LLM, etc. Donc je me suis posé la question, maintenant, comment je referais? Si j'étais face à la même problématique, il est à peu près évident que je ne me tournerais pas vers du machine learning classique, comme ce qui a été fait à l'époque, mais que je partirais sur un modèle de langage, parce qu'il présente le gros avantage d'être pré-entraîné, donc quelque part prêt à l'emploi. La manière dont il a été entraîné, c'est-à-dire de manière à comprendre du langage, enfin, avec plein de guillemets, comprendre du langage naturel, à comprendre la sémantique qu'il y a dans des textes, intuitivement, on pourrait se dire que ça va être plus simple, en fait. Ça va être plus efficace, plus précis et plus simple. Donc, que j'essaie de me projeter dans cette IA fiction, on va dire. Et comment je ferais? Je ferai un peu un test déjà sur des chatbots en ligne. Alors, pas forcément ChatGPT, mais il y a pas mal de plateformes qui s'appellent des chatbots Arena, où on peut interroger plusieurs LLM en même temps et on peut donc comparer les réponses. Donc, je ferai quelques tests. Je ferai un prompt un peu basique et quelques tests pour voir un peu si, a priori, indexer, faire de la classification par un LLM assez généraliste sur des gros modèles, genre type Llama, Mistral, voilà. S'il sortait quelque chose d'à peu près cohérent, ce qui est le cas quand on fait un prompt un peu basique sur un chatbot en ligne avec un gros modèle, ça marche. Mais bon, manuellement, on va pas très loin. Donc j'essaierai d'automatiser tout ça, mais de manière à pouvoir tester de manière itérative plusieurs modèles sur plusieurs types de prompts, parce que le prompt est important et il y a plusieurs manières de faire. On pourrait partir sur une stratégie de ce qu'on appelle zero-shot prompting, c'est-à-dire sans exemple, ou rajouter des exemples dans le prompt pour guider le modèle à produire la bonne classification. Je me ferai un petit client qui permet de faire ça automatiquement. Voilà, et en appliquant de la même manière des métriques d'évaluation pour voir ce que ça donne. Et je me rendrai probablement compte qu'en fait, on est sur des taux de précision de l'ordre de 50-60%, en tout cas moindre que du machine learning classique. Donc j'essaierai probablement en me disant qu'un modèle généraliste, finalement, déjà l'usage est coûteux financièrement, si on est sur ChatGPT par exemple, ou sur Claude, ou voilà, et coûteux en termes d'usage de ressources. Donc je partirai probablement sur un petit modèle, un small language model que j'essaierai de fine-tuner, de surentraîner sur mon jeu de données pour lui faire prédire les bonnes classes sur des jeux de publication. Donc des modèles, des small language models, il y en a plus des centaines de milliers. Donc j'en essaierai plusieurs. Je m'amuserai à faire du fine-tuning en essayant d'avoir un dataset assez conséquent. Pour que le fine-tuning soit le plus efficace. Et c'est ce que j'ai essayé vite fait sur plusieurs petits modèles, en les fine-tunant, en les surentraînant. Et en fait, on est encore sur il semblerait, là je ne suis pas dans une démarche scientifique très robuste, parce que c'était juste un one-shot pour la présentation, donc j'ai pas exploré plus que ça. Mais en termes de taux de précision, on est encore sur des taux un peu inférieurs à du machine learning classique. Ce qui est un peu surprenant, oui et non, parce que quand on réfléchit 2 minutes, donc je vais passer directement ici à la conclusion. Quand on réfléchit 2 minutes, en fait, quand on fait travailler sur un modèle comme ça, sur un jeu de données, qui contient des métadonnées, et qu'on fait travailler un modèle qui a été entraîné sur du langage naturel. Ces modèles-là, les modèles de langage, ils sont vraiment faits pour capter la sémantique dans du langage naturel. Et alors, nos métadonnées, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais pour ce type d'usage, elles sont trop pauvres en fait. Elles sont sémantiquement trop pauvres. Ce qui fait la richesse de nos métadonnées, c'est qu'elles sont structurées, elles sont des données de confiance, parce que soit c'est nous qui les avons créées, soit on les a vérifiées. Voilà. Mais ce n'est pas la sémantique
que ces données portent qui font leur richesse, en tout cas pour un usage avec des modèles de langage. Donc, avec l'IA générative, on va pouvoir faire plein de choses. Alors là, j'ai mis quelques cas d'usage. On peut faire des chatbots dans tous les sens, sur la documentation interne, sur la documentation publique. On peut travailler aussi avec nos métadonnées en adoptant certaines stratégies, notamment en ne partant pas que sur la sémantique, mais en rajoutant de la structuration en graphe. Voilà. On pourra sûrement faire à mon point de vue, un des use cases les plus intéressants, c'est de l'extraction de données structurées avec des modèles de langage ou des modèles de vision. Ça a déjà été un peu effleuré dans les interventions précédentes. Mais sur certaines tâches, notamment par exemple, et peut-être les tâches les plus triviales, pour ce qui, par exemple, là, sur ce cas-là, sur de la classification, des métadonnées qui ne sont pas, donc par définition, pas en langage naturel, en fait, des algorithmes d'IA classiques font encore le job. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais conclure sur un usage, j'ai appelé ça usage raisonné, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, il y a l'aspect buzz qui fait qu'on se jette tous sur de l'IA générative, mais parfois on peut prendre un peu de recul et se dire que des techniques plus anciennes, plus éprouvées, faut tout autant le job, en fait, selon ce qu'on a à faire. Voilà. Merci. Merci, bonjour. Merci beaucoup de la présentation. Moi, j'avais une question. Je n'ai pas compris si, quand vous avez essayé avec les LLM, vous avez donné à l'algorithme déjà la liste des disciplines, ou vous avez essayé de le faire produire automatiquement. Donc déjà pour le ML classique, est-ce que c'était plutôt je sais pas, closest neighborhood ou quelque chose comme ça, ou vraiment du clustering où vous avez demandé de créer les groupes sur les deux, voilà. Ouais. Oui, alors avec le LLM. Hein. Pour les deux, pour le LLM, j'imagine que vous aurez pu utiliser le LLM pour créer même les noms des disciplines, mais sinon pour l'autre, déjà du clustering pour dire tiens, ces deux. C'était supervisé. Disons que c'était la multiclassification supervisée, parce qu'on avait déjà un jeu de données étiqueté. Donc, pas besoin de partir sur du non supervisé. Voilà. Et ça aurait pu créer des disciplines qu'on connaissait. Ah oui, on aurait pu faire du topic modeling. Oui. Mais là, l'idée, c'était de coller aux 10 disciplines qui étaient dans le baromètre national. Voilà. Mais on aurait pu faire, on aurait pu, s'il n'y avait pas eu cette contrainte-là, on aurait pu faire autrement, effectivement, et faire du topic modeling non supervisé pour pouvoir générer des disciplines. Voilà. Et pour l'interrogation du LLM, en fait, c'est dans le prompt, je lui ai indiqué les 10 catégories. Alors là, c'est trop petit, on ne voit pas bien. Mais non, je lui ai indiqué les catégories que je souhaitais en sortie. Et je lui ai indiqué aussi, en lui disant que je voulais juste qu'il me sorte la catégorie et qui m'explique pas, qui me fasse pas une réponse de 3 km en m'expliquant, voilà. Et avec plusieurs types de prompts, avec des exemples, sans des exemples, voilà. Mais on est sur de la classification supervisée dans les deux cas. Merci. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Quand vous, dans la dernière diapo de conclusion, là, vous parlez de faire du GraphRag sur les métadonnées pour faire de la recherche sémantique sur les contenus. Vous pouvez préciser un peu, parce que pour moi, les métadonnées, c'est une structuration métier, titre, auteur, résumé, un mot-clé. Et la vraie sémantique, elle est plutôt dans des concepts scientifiques, ou les thésaurus, les ontologies qui peuvent être derrière. Donc finalement, le graphe, il est sur quoi? En fait, c'est la notion de sémantique, je pense, qui est un peu, qui peut être, qui peut recouvrir plusieurs réalités. Nous, quand on parle de sémantique, on pense web sémantique, ontologie, etc. Là, dans le cadre de modèles d'IA générative, la notion de sémantique, elle est rattachée à la sémantique qui se trouve dans le langage naturel, qui est portée par des phrases structurées selon une certaine grammaire, sujet, verbe, complément, etc. Et en fait, ces modèles... Pardon, la question... Oui, parce que j'interprète. La question portait sur le graphe. D'où vient le graphe que vous utilisez, que vous pensez utiliser dans le RAG?
C'est ça. Oui. Alors, dans l'hypothèse, mettons, d'un moteur de recherche sémantique qui s'appuierait sur du GraphRay, le graphe modéliserait. Après, on peut faire le modèle de graphe que l'on souhaite, mais par exemple, ça pourrait être une publication représentée par un titre, par un auteur, des auteurs, etc. Et on peut modéliser comme ça l'ensemble des publications, les mettre en réseau sous forme de graphe où chaque nœud peut, après on peut modéliser comme on veut, mais chaque nœud pourrait représenter une entité de type concept, auteur, éditeur, voilà, et on fait son graphe comme ça, et qu'on peut interroger en faisant des requêtes de graphes. Et en fait, quand on veut faire un moteur de recherche sémantique sur des métadonnées avec un LLM, on s'aperçoit que ça ne marche pas bien, ça marche moins bien que nos moteurs de recherche classiques basés sur des index avec des recherches par mots-clés, parce que nos métadonnées, nos notices, elles ne sont pas en langage naturel. Voilà, on a une étiquette avec, par exemple, si on prend, je sais pas, de l'Unimark, par exemple, on va avoir une étiquette 700, un auteur, voilà, et ça, pour un modèle de langage, il ne peut pas apprendre là-dessus, il ne peut pas comprendre ça, parce que le moteur de le LLM, il va comprendre, cette publication a pour titre, cette publication a été écrite par tel auteur, voilà, il a été entraîné pour comprendre des phrases complètes. Et donc, des données structurées, il les comprend mal. Donc, si on veut faire un moteur de recherche sémantique, ce qui marche bien, c'est d'avoir des approches hybrides avec de tenter quand même l'apprentissage par un modèle de langage, mais d'hybrider ça avec une modélisation en graphe et du requêtage de graphes. Ou alors de faire générer la requête de graphe par le LLM. Enfin, il y a plusieurs techniques. Mais après, pour modéliser en graphe, on peut faire des choses très, très, très basiques, hein. Vous avez un nœud qui va représenter, je dis un concept, un nœud qui va représenter des auteurs, un nœud qui va représenter l'éditeur, et puis un nœud qui va représenter votre publication que vous allez lier à vos autres nœuds, et ensuite, comme ça, vous avez votre graphe entier. On a galéré pour l'approche par laboratoire, surtout quand il a fallu faire coïncider, trouver un référentiel de structure, quand on a voulu s'attaquer à la source HAL. Voilà. Donc, on a vraiment galéré. Et après, je suis partie de Nice. Donc, voilà. Très bien. Je garde ma question pour la pause café. Tant pis pour moi. On va laisser la place à Sophie Ishbat, qui est directrice de recherche à INRAE, statisticienne, et qui va nous parler d'un exemple très concret d'extraction d'informations. Donc cette fois, on rentre vraiment dans la sémantique du texte du document pour extraire de l'information dans le domaine de la microbiologie. Donc je vais effectivement vous présenter Omnicrobe, qui est une ressource, une base de données en accès libre qui est développée dans le laboratoire Maillage à INRAE et qui permet aux biologistes d'avoir accès assez facilement via une interface web, en quelques clics, à des informations structurées du genre dans quel habitat puis-je trouver ma bactérie d'intérêt, à l'inverse, dans quel type de bactéries je peux trouver dans un habitat donné, etc., avec des questions donc, qui vont porter plutôt sur des phénotypes de bactéries ou sur les usages des bactéries. Donc c'est un travail qui a été mené de façon pluridisciplinaire avec des microbiologistes, des informaticiens, de l'intelligence artificielle, traitement automatique de la langue et des bioinformaticiens. J'essaie d'avancer sur mes slides. Alors, donc d'où viennent ces informations? En fait, elles viennent de sources documentaires assez diversifiées et d'origines très différentes. Vous allez pouvoir trouver les articles scientifiques dans PubMed, avec donc des documents plutôt donc non structurés, et dans une autre ressource qui sont les catalogues des ressources microbiennes allemandes et françaises, dans lequel on va analyser le champ qui vraiment décrit le microbe. Et puis une troisième source de données
textuelle qui vient de la base de données GenBank, qui est une base de données qui rassemble les données génétiques de toutes les espèces vivantes. Et là, on va aller analyser directement le champ qui vise, en gros, où a été isolé mon microbe. Donc, on a 3 types de sources textuelles qui sont analysées. Donc voilà, donc ça permet aux biologistes d'avoir accès à ces informations qui sont éparpillées dans des ressources très, très différentes. Un point fort aussi de Omnicrobe, c'est le fait que quand les entités, donc les habitats, les microbes, leurs noms, leurs phénotypes, leurs usages sont extraites de ces données textuelles, elles sont normalisées. Et ça, c'est très important, en utilisant des ontologies ou des référentiels. Donc, typiquement, on va utiliser dans Omnicrobe l'ontologie ontobiotope pour normaliser tout ce qui est habitat, tout ce qui est phénotype et usage des bactéries, des microbes. Et pour les noms de microbes, on va plutôt utiliser la taxonomie internationale du NCBI qui est standardisée. Donc les méthodes pour extraire ces données des textes et les normaliser, et bien évidemment, sont basées sur des méthodes d'intelligence artificielle et de traitement automatique de la langue qui sont le cœur de sujet d'une des équipes de mon laboratoire. Et donc vous allez avoir aussi, elles se classent, on va dire, en 3 grandes catégories ou tâches. Vous allez avoir les tâches d'extraction d'informations, d'extraire les noms des microbes, les habitats, leurs phénotypes, leurs usages. Vous allez avoir l'étape de normalisation, comme je l'ai dit, et aussi l'étape assez complexe d'inférence des relations entre eux, des relations d'habiter dans, d'être utilisé pour et d'exprimer tel ou tel phénotype. La difficulté en fait dans ces différentes tâches de traitement automatique de la langue, pour l'extraction des entités nommées, la difficulté c'est qu'on va pouvoir avoir des noms assez longs et discontinus. Pour les relations, on peut avoir accès, par exemple ici, si vous voyez le pointeur ne marche pas, si vous voyez dans la diapo en bas à droite, vous avez un petit extrait de texte avec du rouge où c'est une bactérie qui a été détectée et en bleu un habitat. Et donc vous voyez que le lien entre les deux est vraiment assez éloigné, d'où des difficultés pour extraire ces relations. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Peut-être si vous pouvez me passer la planche d'après, comme ça voilà, donc en gros, Omnicrobe aujourd'hui, c'est un site web basé sur PostgreSQL et un workflow d'analyse avec des modules de traitement automatique de la langue de text mining. Ah, merci. Voilà, j'en suis là exactement. Et donc, le système est mis à jour 3 fois par an du fait du gros volume de données qui sont analysées. Et dans la base Omnicrobe, aujourd'hui, vous avez 1 million de triplets. Donc, par triplet, on entend par exemple, eh bien voilà, ma bactérie Bacillus subtilis habite dans le sol. Donc là, vous avez des triplets, donc il y en a 1 million. C'est donc des triplets d'informations qui sont du coup accessibles pour le biologiste, qui ont été normalisés et dédoublonnés, puisque si on retourne dans les textes, eh bien, on peut avoir beaucoup d'occurrences identiques, et donc il faut une étape de dédoublonnage. Vous voyez dans le tableau du milieu les sources, donc c'est pour vous dire à peu près le volume de textes qui sont analysés. Donc on est autour de voilà, à peu près 3 millions, un peu plus de 3 millions de documents qui sont analysés. Alors, j'essaierai à la fin de revenir sur la diapo quand même numéro 1, qui était importante. Mais là, je finis celle-là. Donc, le biologiste a aussi la possibilité de faire des requêtes beaucoup plus élaborées en croisant les différentes sources d'informations. Et là, on utilise le raisonnement. Et ce qui est aussi important, c'est que le biologiste, une fois qu'il a une information qui lui est retournée, a la possibilité de cliquer sur un lien qui l'envoie sur le texte
d'où provient cette information et le texte annoté, comme je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure. Je vais continuer. Donc là, c'était important de vous montrer concrètement comment on peut utiliser cette base de données, cette base de connaissances. Donc là, c'est un exemple de nos collègues microbiologistes du STLO à Rennes qui travaillaient sur la conception, on va dire, d'un nouveau dessert lacté, on va appeler ça un yaourt végétal, et donc qui est issu de fermentation de plantes. Donc là, quand on est dans un problème comme ça, il faut définir de quelle matrice alimentaire on part. Voilà, est-ce que c'est du lait de soja, du lait de riz, etc., du lait d'amande, et ensuite quel microbe ou quel cocktail microbien choisir pour fermenter cette matrice alimentaire, et ensuite au niveau du produit vérifier quand même qu'on a un certain nombre de qualités organoleptiques attendues. Donc là, typiquement, avec Omnicrobe, on peut à la fois croiser toutes ces caractéristiques qui sont là au milieu, c'est-à-dire qu'on veut croiser des informations sur l'habitat, l'usage, le phénotype et éventuellement même la source du microbe. Donc là, par exemple, la requête pourrait être redonne-moi quel microbe a été rencontré déjà, vu dans des jus végétaux, a cette activité d'acidification nécessaire à la fermentation, est capable de vivre dans des températures, on va dire, tièdes ou chaudes, et si possible, est-ce qu'elles sont déjà présentes dans la collection des bactéries d'intérêt agroalimentaire d'INRAE. Donc là, donc le biologiste a cette possibilité de croiser tout ça. Il se trouve que Omnicrobe, dont je vous ai mis l'URL en bas à gauche, est capable de nous produire 7 espèces bactériennes répondant à tous ces critères. Et donc ça fait le terrain de jeu ensuite des microbiologistes pour aller tester in vitro tout ça. Je terminerai sur les perspectives juste avant, mais comme j'ai plus que même pas 30 secondes, si vous pouvez aller à la toute première, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, à droite, quand vous tombez en fait sur la page d'accueil de Omnicrobe, vous avez cette page, et donc avec ces différents rectangles où là le biologiste clique, et dans le premier rectangle par exemple, vous cliquez et il a la possibilité de récupérer toutes les bactéries qui vivent dans un habitat que vous lui rentrez, etc. Pour terminer, donc les perspectives, donc il y a beaucoup de perspectives à cet outil. Il y a des perspectives d'ordre méthodologique, ce sont les 2 premières, en essayant d'intégrer de la connaissance a priori du domaine dans les étapes d'extraction d'informations. Une thèse qui démarre sur l'inférence de nouvelles connaissances à partir de l'exploration du graphe de connaissances qui est actuellement déjà dans Omnicrobe. Ensuite, point de vue utilisateur, le souhait, en tout cas ça démarre, de pouvoir intégrer maintenant de nouvelles entités, et donc typiquement là les métabolites, c'est-à-dire les molécules qui sont dégradées et produites par les microbes. Donc c'est important typiquement pour les aliments fermentés, mais ça c'est qu'un exemple. Et puis aussi d'étendre les types de documents, et typiquement de pouvoir s'attaquer au texte complet des articles. Voilà, donc pour terminer, c'est juste la diapo de remerciements avec tous les partenaires, en particulier de mon labo et des financeurs et des biologistes. Mais merci Sophie, et bravo pour la performance, parce que c'était vraiment pas facile. Donc là, vous avez toute une chaîne de traitement spécialisée sur la microbio. Est-ce qu'on pourrait imaginer, pour en revenir aux archives ouvertes, qui en fait ne font qu'afficher des PDF, et certains disent que les PDF sont les incunables du numérique, dans le sens où ils ne sont faits que pour être finalement lus par des humains. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer
d'avoir des services à valeur ajoutée sur les contenus des articles, comme le font certaines plateformes d'éditeurs, où on a de la reconnaissance d'entités nommées dans les articles, de liens vers d'autres ressources, que ce soit des banques de gènes ou d'autres choses. Et du coup, que ces chaînes de traitement servent enfin à proposer du service sur des contenus, sur nos plateformes de diffusion de PDF, pour aller un peu au-delà de ça, quoi. Je ne sais pas si ma question est claire, mais je vois que Claire opine du chef aussi. C'est très clair. En tout cas, oui, c'est l'idée d'augmenter, on va dire, les PDF avec des annotations. Vu l'expérience qu'on a dans le labo avec Omnicrobe, en tout cas, ça me paraît tout à fait possible. Après, il faut avoir du coup identifié en amont, en tout cas les entités qu'on cherche. Donc là, effectivement, il faut designer les pipelines, les workflows pour faire toute cette extraction d'informations, la normalisation, etc. Après, si c'est pas du coup en non supervisé, c'est-à-dire si on ne sait pas ce qu'on cherche, là je vois pas très bien comment. En tout cas, ça me paraît pas très clair. Mais en tout cas, pour répondre à des questions particulières, on aurait déjà prévu des types d'informations et donc le workflow derrière, ça me paraît possible. Je crois que la question d'Odile portait aussi sur le croisement avec des données non textuelles, puisque tu mentionnais des bases de données de gènes, etc. Donc des informations structurées extérieures. Là, vu ce qu'on fait dans Omnicrobe, typiquement, oui, on peut retourner après, effectivement, dans les bases de données de gènes. Donc pourquoi pas dans d'autres domaines, si c'est possible. En tout cas, je ne vois pas de frein là comme ça technique, vu l'expérience de Omnicrobe et la puissance de ce type d'outil, quoi. Pour compléter, ça se fait notamment sur le blé, dans le projet d'Etoucab, dont on pourra discuter ensuite, où la question que tu posais est déjà réalisée dans le projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être qu'on peut, s'il n'y a pas de questions là, montrer juste la diapo. Juste une dernière question ici. Ah, pardon. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je trouve ça extrêmement intéressant ce parcours des textes pour en extraire l'information. Et du coup, moi, comme je suis juste habitué à avoir plein de fausses publications, je me demande s'il y a un critère de sélection de ce que vous insérez dans vos bases et d'où ça provient, etc. Là, non, pas encore. Alors, on récupère effectivement donc les publications dans un corpus qui a été quand même bien choisi en fonction du domaine, mais je pense pas à l'heure actuelle qu'il y ait là, c'est PubMed. Ouais, c'est PubMed, mais du coup, voilà, la question c'est est-ce qu'on pourrait enlever des articles de PubMed? Oui, les erreurs que je mentionne sur des séquences qui étaient mal décrites, là, il y en a beaucoup dans PubMed, en fait. Donc, en fait, c'est un indice que les expériences qui sont décrites dans le texte, en fait, n'ont pas eu lieu et ont été simplement sous-traitées. Donc là, dans Omnicrobe, on a vraiment accès, on va dire, à toutes les occurrences des entités qu'on cherche. Par exemple, si on veut chercher dans quel habitat je peux trouver Bacillus subtilis, on va ensuite avoir la liste avec toutes les formes possibles, toutes les chaînes de caractères qui décrivent les habitats. Il y a la possibilité de retourner, comme je l'ai dit, au texte annoté. Donc voilà, après on peut, ça demande du temps, mais on en a fait gagner aux biologistes avant. Donc. Oui, mais voilà, donc moi j'ai juste une sorte de petit warning de faire attention, parce que tout ce qu'on trouve en publication scientifique, il y a des faux. Faut pas forcément. Oui, mais là on a la possibilité d'y retourner, et d'aller voir. Les choses, et le biologiste peut aller lire, effectivement, voilà, pour les 7 espèces. En gros, ça veut dire qu'il y a quelques papiers qui décrivent effectivement les bonnes conditions. Ouais. Donc il suffit d'aller lire peut-être les 10 papiers, mais pas les 3 millions d'origines. Et puis l'expert peut aller voir et se faire son idée. Exactement, c'est ça l'idée.